T'en es où, toi, de ta lumière et de ton rayonnement? Pour comprendre comment rayonner, laisser passer sa lumière, c'est de s'y connecter et de ressentir cette flamme à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à connecter à cette lumière ou à cette capacité de rayonnement? Je crois que tout le monde est doté de cette lumière et en fait, je me pose beaucoup la question de qu'est-ce qui fait que ça l'éteint ou que ça l'étouffe. Et pour accéder à cette lumière, on a besoin d'air, comme quand on allume un feu, on a besoin de cet air. Et donc cet air, en fait, c'est l'énergie qui balaye toutes les pensées et souffle dessus. Donc vraiment comme quand on soufflerait sur des braises. Car oui, bien souvent, ce qui empêche de laisser son rayonnement vibrer, c'est le poids des pensées et des peurs. Et j'observe beaucoup les comportements des autres et aussi les miens. Je passe mon temps à observer et à analyser. Et ça m'arrive souvent d'être face à l'une de vous et de me dire « elle a tout pour elle et pourquoi elle le voit pas? Pourquoi elle y croit pas? Qu'est-ce qui fait que elle rentre dans une forme de sabotage en fait? Elle rayonne de dingue, mais tous les comportements montrent qu'il y a une forme de sabotage. Et c'est parfois ce que je me dis d'ailleurs avec moi-même quand j'y vais pas à fond. Mais quand on y pense, en fait, quoi de plus beau et de plus inspirant que quelqu'un qui se révèle et qui laisse sa lumière prendre toute la place. Car il s'agit bien de ça, en fait, c'est de prendre sa place par la lumière et de cesser de se faire bouffer par les ombres. Mais je vois vraiment les ombres quand elles ont été bien bossées, qu'elles ont été comprises, qu'on a conscientisé tout ça, qu'on a enveloppé de beaucoup d'amour toutes ces petites ombres. Je les vois comme juste de la texture et en fait de la matière qui peut donner une personnalité à un être vivant. Donc l'idée, c'est pas non plus d'écraser sous le poids de sa lumière tout son être, parce que c'est comme en photo, s'il y a que de la lumière, en fait la photo elle est cramée et donc il n'y a rien à voir et il n'y a aucune émotion à vivre. Et donc dans toutes mes observations, alors jusqu'ici évidemment, parce que j'ai encore plein de choses à continuer d'observer et d'intégrer, mais en tout cas jusqu'ici, ce que j'ai noté comme comportement et grande tendance que je vois soit chez les personnes qui viennent faire les immersions ou en coaching ou en formation ou dans mon entourage ou avec moi, c'est ce que je vais vous proposer en fait. C'est un petit peu un bilan de ce que j'ai observé. Et en fait, quand on commence à percevoir tout ça, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que ça a développé, en tout cas, ça a ouvert l'espace de l'empathie. Car on arrête de prendre déjà les comportements et les actions des autres contre soi et on voit juste ce qui est en train de se jouer en fait chez les autres et aussi chez soi par la même occasion. Et c'est un petit peu ce dont je vous avais parlé dans l'épisode sur la conscience de soi. Et quand on y pense, en fait, c'est tellement dommage de ne pas se laisser être soi. Alors après, on croit en la réincarnation ou pas, mais si on part du principe qu'on n'a qu'une vie, c'est dommage de passer à côté de ça. En tout cas, cette vie, c'est celle-ci qu'on est en train de vivre. Et cette personnalité, c'est cette personnalité qu'on est en train de vivre. Cette lumière, c'est cette lumière qu'on est en train de vivre. Et je me dis, c'est tellement dommage de pas vivre ça, en fait. Et finalement, en ne le vivant pas, de ne pas l'offrir aussi au reste du monde. Et hier soir, j'ai regardé le film Bohemian Rhapsody. Donc c'est le biopic fabuleux sur Freddie Mercury. Et wow, quelle inspiration. Le mec y allait. Mais pas que lui, aussi tout le groupe Queen. Mais en tout cas, Freddie Mercury, il y allait sans se demander s'il allait être trop ou s'il allait être jugé. Il savait qu'il l'était, c'est clair. Mais il se laissait pas diminuer par ça. Et pourquoi, j'ai envie de dire, et pourquoi il a réussi, il y a certainement plein de choses. Là, je fais un peu de la psychologie de comptoir, comme on dit, mais dans grosso modo, dans ce que je me suis dit, en tout cas, c'est... En fait, j'ai pas eu l'impression qu'il soit beaucoup aimé tout au long de sa vie. Mais en tout cas, il recevait assez d'amour inconditionnel par des personnes très intimes à lui pour se sentir soutenu et se sentir soutenu dans ce qu'il proposait au monde d'être. Et en fait, ça lui a donné de la force, l'air de rien. Et de là, il a pu contribuer au monde, donc en nous offrant ce qu'il savait faire de mieux, donc performer dans son art. Et ces chansons m'accompagnent beaucoup à plein de moments de ma vie parce que j'y vois beaucoup d'inspiration, beaucoup de puissance et beaucoup d'affirmation de soi dans une vraie authenticité. Et donc, je te fais cette petit épisode pour te montrer que
quand tu t'aides déjà toi-même à ne plus te juger pour ce que tu es, et bien en fait, par ricochet, tu arrives à aussi aider les autres dans leur propre rayonnement. Et puis surtout, en fait, tu peux contribuer dans ta vie, en fait, sans lutter, ou sans même chercher un sens à sa vie, parce que c'est... En fait, le sens, quand on est dans cette quête de c'est quoi ma mission de vie, etc., en fait, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à chercher, en tout cas à l'extérieur. Il y a juste à revenir vers l'intérieur. Parce que la vie, le sens de la vie, elle est déjà, puisqu'elle existe. Et la vie, en fait, demande juste à arrêter qu'on l'étouffe. Et je crois que c'est vraiment ça. Après, c'est ma croyance, c'est ma vision. Et tu peux en avoir une autre et c'est OK. Et voilà, et je crois qu'on est tous et toutes pareils d'une certaine manière. En tout cas, on a tous et toute cette peur. Et c'est une peur commune, hein, que je n'ai encore pour l'instant jamais vue ne pas exister chez quelqu'un, c'est celle de ne pas être aimé. Et en fait, c'est juste humain d'avoir envie d'être aimé. Mais ce désir de vouloir être aimé peut parfois nous couper de notre spontanéité, justement par peur de voir cet amour retiré. Mais l'amour, en fait, il disparaît pas. Il est là, mais peut-être qu'à un moment, on ne regarde pas aux bons endroits dans sa vie. Et c'est, selon moi, juste une question de regard et d'orientation de celui-ci, et aussi d'apprendre à accepter de recevoir l'amour. Mais je reviendrai là-dessus dans un autre épisode. En tout cas, si tu es encore là à écouter, c'est que tu brûles d'impatience de découvrir ces grandes tendances comportementales. Donc en fait, la première... En tout cas, celle que j'ai mis, donc l'ordre, évidemment, c'est mon ordre, mais après, peut-être que toi, tu auras envie de le mettre sous un autre ordre, et tu verras que certaines situations te parlent et d'autres te parlent un peu moins, mais peut-être que tu reconnaîtras des personnes de ton entourage aussi à travers ces tendances. En tout cas, la première que j'ai mise en premier, en tout cas, c'est celle de vouloir se montrer parfait, parfaite. Et du coup, de ne rien faire par peur de l'imperfection. Et donc justement, la peur d'être critiqué, jugé et d'être exclu. Et donc dans la perfection, il y a plein de subtilités, évidemment. J'ai mis celle-là en premier, donc celle de devoir être canon en tant que femme. Il existe tellement d'injonctions à la beauté dans notre société qui sont beaucoup trop fortes et beaucoup trop virulentes, à mon goût en tout cas. Et dans ces injonctions, et dont j'ai souffert aussi, et je pense que je suis encore en chemin là-dessus, mais sur le fait de ne pas avoir de cellulite, ne pas avoir de rides, ne pas grossir, ne pas être trop maquillée pour être nature, mais quand même avoir bonne mine pour ne pas paraître négligée. On doit être fraîche, on doit être sexy, mais pas trop. Bref, c'est un peu un mind-blowing. Et en fait, quand est-ce qu'on est juste dans son corps sans se dire à quoi il ressemble, comment il devrait être, quelle forme il doit avoir, quelle image il doit renvoyer, etc., etc. Et puis maintenant, il y a de plus en plus d'injonctions autour de l'alimentation, sur l'écologie, où je vois de plus en plus de gens faire attention, non pas parce qu'ils y croient ou parce qu'ils ont un profond amour pour la nature, mais juste pour ne pas être pointés du doigt et décriés comme mauvais bobos. Et donc... Tu vois, la perfection, elle se loge à plein d'endroits aussi, même dans les relations, dans son rapport à soi, où on se culpabilise si on fait pas assez de sport ou de yoga ou de méditation, ou si on ne s'occupe pas assez, encore une fois, selon la société, de ses enfants, justement pour prendre soin de soi, ce qui est vu comme égoïste. Bref, j'ai envie de dire, la perfection fait chier. C'est une ode au contrôle. C'est vraiment, j'ai cette image du lion en cage qui est prêt à exploser en vérité. Donc, on a besoin d'imperfection, car c'est ça ce qui rend... déjà passionnante une relation, vibrante une situation, mémorable un souvenir, craquante une expression de visage. Et parfois, ce besoin de perfection et donc de contrôle est juste lié à une peur du rejet. Donc on fait tout pour paraître, mais où est l'être dans tout ça ? Et on peut être joyeux, joyeuse quand on... Enfin, je pose la question d'ailleurs, est-ce qu'on peut, en fait, finalement, être joyeux, joyeuse quand on est tout le temps dans le contrôle ? Et puis aussi, c'est quel type d'amour, en fait, on reçoit lorsqu'on se montre uniquement sous son plus beau jour ? Bon, voilà, je lance ça. Première tendance. La deuxième, elle est assez classique et c'est le fait de se diminuer par rapport aux autres, de tout faire pour que l'autre se sente à la hauteur. Donc ça va passer par se faire passer pour moins intelligent, intelligente pour que l'autre brille, ou montrer qu'on a moins de connaissances ou moins de talent pour ne pas entendre des remarques telles que toi de toute façon tu sais tout, ou de toute façon tu veux tout le temps avoir raison. Et d'ailleurs, point important ici, que je note, que je place, faut vraiment distinguer le fait de vouloir avoir raison et d'imposer sa vérité,
et le fait d'exprimer une vérité qui nous appartient et qui est basée sur une expérience et une intégration d'apprentissage. Parce qu'ici, il n'y a pas de qui a raison. C'est un ressenti, une expérience, et en fait, elles sont valables dès lors qu'une personne l'a vécu. Mais dans cette idée de se diminuer, on se rapproche beaucoup de la dévalorisation aussi, et donc de la comparaison. Et entre femmes, c'est terrible ce qui se passe au niveau de la comparaison. J'en parle moins avec les hommes, mais quand même, j'ai entendu pas mal d'hommes se comparer aussi aux autres, notamment sur le physique ou sur la place qu'ils peuvent avoir dans la société en termes de statut social, de revenus, etc., etc. Mais quand je me diminue, en fait, il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est « qui je suis pour intervenir dans cette discussion, qui je suis pour exprimer ça. L'autre sait mieux que moi je suis pas sûre, je sais pas trop, etc. » Et en fait, je me suis rendu compte que ça arrivait que l'autre ne sache pas mieux, mais qu'il soit juste sûr de ce qu'il dit, et hop, on en perd notre vérité. Et je me souviens d'une copine qui m'avait dit ça aussi par rapport à moi, où sur des trucs où j'étais tellement sûre de mon truc, mais parce que je le vivais, et c'était le truc que j'avais vécu. Donc je le disais, et je voyais qu'autour de moi, des gens buvaient ça comme des paroles d'évangile, et je me disais, waouh, c'est méga dangereux ça. Non, en fait, il faut que là, les gens aient leur libre arbitre aussi, et qu'ils expérimentent leur propre vérité, et qu'on ne soit pas dans un truc où ils se diminuent par rapport à ce que je suis en train de dire à ce moment-là. Et donc ça, c'est un truc, mais parce que moi aussi, je l'ai vécu par rapport à d'autres personnes, où je me disais, waouh, la personne, elle a tellement cheminé, elle a tellement ceci, ou elle a fait telles études, et donc du coup, forcément, elle sait mieux que moi. Alors oui, il y a des apprentissages, oui, il y a des acquis, oui, il y a des expériences, mais ça ne veut pas dire que notre expérience, elle vaut moins, et que ce qu'on a appris vaut moins aussi, en fait. Mais en fait, ce qui se réveille ici, c'est la peur du conflit. Et quand j'exprime qui je suis sans diminuer mes talents, ma vision, mon expérience, en fait, je me frotte à une vision en face qui peut être diamétralement opposée à la mienne. Et la peur du conflit, en fait, pour moi en tout cas, elle sous-entend souvent la peur d'être face à de la violence verbale, psychologique, parfois physique. Et parce qu'en fait, on a, alors pas toujours, mais en tout cas, on a appris qu'on devait se battre, plus qu'à élargir sa vision avec celle des autres, et donc de se nourrir de la vision des autres. Voilà. Donc là, sans transition, on en arrive en fait à ce troisième comportement que j'observe, c'est celui des warriors, justement, en parlant de se battre, on doit se battre. Et en fait, il y a justement cette dynamique de je dois me battre pour survivre, et donc c'est un mode un peu de méfiance des autres. Et donc, moi, je me pose la question, c'est comment on rayonne dans son authenticité quand il y a des couches et des couches de protection autour de son cœur. Donc, on peut rayonner en tant que warrior, mais qu'est-ce qui rayonne ? Je ne fais pas de jugement par rapport à ça. Je suis juste en train de dire à voix haute, en fait, mes questionnements. Mais est-ce que ce qui rayonne, en fait, c'est le reflet de notre soleil intérieur, mais sur notre armure, ou est-ce que c'est notre vraie lumière ? Et dans le côté warrior, en fait, il y a l'aspect je peux tout faire toute seule. Et là-dedans, il y a la peur de faire confiance aux autres, mais il y a un adage africain qui dit très bien, ensemble on va plus loin. Et surtout, si je reprends l'exemple de Freddie Mercury, il le disait lui-même, il était rien sans Queen. Et dans ce mode, en fait, ce mode, il arrive souvent après un trauma, une trahison ou des relations abusives, un peu comme une revanche sur la vie, en fait. Et donc, c'est peut-être un mode qui a permis de sortir du trauma. Mais est-ce que ce mode, il est toujours utile aujourd'hui, en fait ? Parce que je ne dis pas que ce comportement n'est pas bien, mais parfois, en fait, et je dis bien parfois, il peut amener à se couper des autres, et donc à ne pas demander d'aide, et avoir du mal à se sentir en sécurité dans son corps et avec soi. Donc, comment rayonner quand on a peur de revivre un truc pas cool ? En fait, dans ce que je ressens, en fait, c'est qu'on a
plus envie de se cacher sous son armure pour être bien protégé au chaud. Et ça, je vous en parle parce que je t'en parle là, je te le dis de manière très, très, très vulnérable d'une certaine manière, mais que ça a été un peu mon mode et que c'est un mode qui revient souvent dans ma vie et c'est sur quoi je bosse le plus en fait, d'apprendre à demander de l'aide et à montrer que je suis pas si forte que ça. Et ce qui fait pas de moi quelqu'un de fragile, loin de là, mais je m'ouvre à la vulnérabilité et j'accueille en fait ma capacité de résilience, mais sans force. Et donc, ça c'est un mode, donc c'est quelque chose sur lequel moi je bosse, et peut-être que toi tu le bosses aussi, tu verras si ça te parle ou pas. Mais à contrario, post-trauma, on peut aussi s'éteindre complètement et se laisser glisser vers le fond jusqu'à s'abandonner et finalement demander aux autres de nous porter, et puis parfois ne plus du tout y croire. Alors, là, ça me fait écho à tout ce qui est suradaptation. Donc c'est différent, mais il y a des choses un peu similaires. Ça, je le vois beaucoup dans les relations amoureuses, quand il y a eu une relation justement abusive, qu'on soit homme ou femme, et que cette relation abusive ait été vécue dans l'enfance ou à l'âge adulte. En gros, on suradapte au point de ne plus savoir qui on est, et jusqu'à ne plus connaître ses goûts musicaux, alimentaires, vestimentaires, à ne plus savoir penser par soi-même, et on s'adapte en fonction de ce que les autres attendent de nous. Moi, par exemple, j'avais eu une réflexion qui m'avait bien saoulée. Un élève m'avait dit « On n'attend pas de toi que tu défendes des valeurs, mais que tu donnes ton cours de yoga. » Et c'était hors de question pour moi de ne pas être moi. En fait, c'était juste pas négociable. Et je vis la pratique du yoga dans la construction de valeurs qui nous rendent humains et pas juste dans un aspect postural. Et là, ça touche à ma personne. Par contre, ça m'arrive souvent de demander avant le cours comment un élève se sent pour que je puisse adapter la pratique à sa condition physique et ou émotionnelle. Et ici, je ne change pas ma personne, mais je change la pratique, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est pareil en dehors de cet exemple. L'idée est de rester souple dans sa pensée pour ne pas rentrer dans une forme de rigidité nous amenant au contrôle, mais l'idée est bien de ne pas être, de ne pas se transformer en fait et devenir quelqu'un d'autre pour être accepté. Donc j'en viens donc à cette notion de vouloir changer les autres, et je trouve ça d'une telle violence de demander à quelqu'un d'être quelqu'un d'autre car il ne correspond pas à ce qu'on veut, ou de devenir soi-même quelqu'un d'autre par, entre guillemets, amour. Car ici, il y a fort à parier qu'il n'y aura pas ou peu de respect, donc de soi ou de l'autre, et pas ou peu d'intégrité dans ses valeurs ou dans les valeurs de l'autre, dans le respect des valeurs de l'autre. Et dans ce cas, clairement, il vaut mieux aller vers quelqu'un d'autre et vivre autre chose. Mais ça, c'est un autre... ça, je pourrais en parler dans un autre épisode. Mais en tout cas, quand cette autre, c'est soi, là, ça devient plus compliqué. Quand on estime qu'on aimerait être quelqu'un d'autre en devenant, par exemple, la meilleure version de soi-même. Je trouve ça encore hyper violent, en fait. Parce que là encore, l'idée n'est pas de devenir meilleur, mais juste soi. Et donc de sortir des conditionnements de ce qu'est le meilleur soi, entre guillemets. Et pour moi, en tout cas, c'est essentiellement d'apprendre à kiffer être soi, et à partir de là, en fait, on s'adapte plus en devenant une forme de caméléon qui se fond dans le décor, mais on apporte cette touche personnelle propre à soi, cette lumière unique qui rayonne aussi spécifiquement que ce que tu es, en fait. Et être soi, en dehors de ce que les autres attendent de soi, je crois réellement que c'est ça tout le point, en fait, pour rayonner et pour pouvoir laisser cette lumière transparaître, et cette lumière prendre toute la place. Parce que je crois sincèrement que tu mérites de prendre ta place. Voilà pour cet épisode du jour. Je te souhaite un très beau rayonnement. Je te prépare une méditation en lien avec cette notion de rayonnement, et que je mettrai d'ici quelques jours. Voilà, à très bientôt.